Bon, bah, j'abandonne, hein, j'abandonne tout simplement. Le problème numéro 93 de 99 problèmes en Haskell, qui, je pense, a été créé par un sadique, vraiment, parce que, en gros, c'est quoi? C'est trouver le nombre total de partitions dans une formule. Alors, une partition, c'est quoi? C'est le fait d'englober, si tu veux, un élément avec un autre dans une parenthèse. Alors, ça touche, du coup, évidemment, à des problèmes de combinatoire, de partitionnage, tout ça. C'était très intéressant à faire. Mais ça fait 5 jours que je suis dessus et pour des raisons de santé mentale, bah, je vais arrêter hein, tout simplement. Mais je suis passé par des processus que je vais détailler durant la vidéo qui, je pense, seront très intéressants à développer. Et si jamais du coup vous êtes un petit peu plus au fait de ce genre de problème-là, je vous remercierai d'aller en commentaire et de me décrire un petit peu votre approche, quelle serait plutôt votre approche à faire sur ce genre de problème. Mais je vais quand même déjà vous le présenter un petit peu déjà dans les grandes lignes avant de parler de comment j'ai implémenté certaines choses. Parce que vraiment, je suis à ça de le résoudre, mais j'abandonne. Pourquoi? Parce que le ça, en fait, il est tellement simple à expliquer, mais tellement dur à implémenter. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Enfin bref. Là, je vais juste décrire le problème. Alors, une partition, c'est tout simplement le fait d'englober voilà, n éléments dans des parenthèses. Donc, en l'occurrence, là, j'ai fait un exemple, on a 4 partitions de 1. OK. Mais on peut évidemment avoir une partition là qui va englober deux éléments. Donc, on aura une partition de 2 et on aura deux partitions de 1. Voilà, ça peut aussi être un cas d'usage, quoi. Évidemment, la parenthèse de 2, enfin la partition de 2 peut se déplacer, donc on peut avoir là notre partition 1 qui se retrouve au début et notre partition de 2 qui se retrouve juste là. Donc on est d'accord sur ce sujet-là. Et vous allez voir que ça va devenir assez compliqué très rapidement. Alors pourquoi? Bon là après vous avez compris, elle se déplace encore de 1, donc on aura du 12, pareil partition de 1, plus ton 11, partition de 1, et moins ton 9 fois 2, mais en partition de 2, quoi. Et puis, là, on va passer plutôt aux partitions de 3. Hein, parce qu'on peut mettre une partition de 3. On a 4 éléments, donc techniquement, on peut mettre une parenthèse de 3. Ce serait quoi? Alors, on va commencer à quoi? Ce serait 12 plus 11 moins 9. Okay. Donc là, du coup, ça va pas trop changer le résultat. Hein, voilà. 12 plus 11 moins 9. Et là, je crois que c'était x2. Ouais, c'était x2. Ok. Et pareil, dans cette partition de 3, on peut mettre d'autres partitions. Voilà, là vous commencez un petit peu à comprendre le truc, le truc de combinatoire et de groupe. Donc là, tu auras du 12 par exemple. Merde, putain. Le 12 moins 11, donc elle-même dans une partition de 2, moins 9 fois 2. Là, vous avez compris, la partition de 2 qui est ici va se déplacer. Donc je le répète, hein, mais enfin je le refais plutôt. Donc on a du 12 qui est juste là, moins partition, la nouvelle partition de 2 qui s'est déplacée, moins 9, tac, tac, fois 2. Et puis là, on est à la fin, mais on peut encore déplacer la partition de droite, enfin de 3, du coup en l'occurrence qui est à gauche, on la déplace à droite, et donc, bon, je le fais quand même pour la forme, je vais le faire. Donc ça va être 12 moins 11, 1, donc ça va être 12 moins, hop, 11, je ne me rappelle même plus, 11 moins 9 fois 2. Alors on aura ce truc là, ok. Mais voilà, vous l'avez compris, les partitions de, voilà, bon, je le fais à la ZOP comme ça, mais vous l'avez compris, après on aura des partitions comme ça. Bon, alors, c'est ce genre de truc que je vais tenter, que j'ai tenté en tout cas de générer, donc toutes les partitions possibles sur une formule à n. Imaginons que je débute avec une partition par exemple de 5, ok. Donc, alors déjà, bon, peut-être de 3, j'ai fait un exemple avec 3 trucs, donc au début on va faire avec 3. Ok, et ça va nous retourner du coup techniquement tout ce qu'il y a, toutes les partitions qu'il peut y avoir. Il peut y avoir évidemment 3 partitions de 1, ce qui est à peu près équivalent à juste une partition de 3, hein, techniquement. Bon. Une partition de 2, ensuite une partition de 1, une partition de 1, ensuite une partition de 2. Ok, et ce truc-là, bon, il marche pour tout. Hein. Pour 7 par exemple, 7 ça marche aussi. Hein. Donc on commence toujours avec le 7 fois 1, ensuite on a cette partition qui peut exister. Hein. Cette partition-là, donc là on a un nombre. Combien de partitions peut exister du coup avec ce genre de truc? Il y a 63 partitions possibles pour cet élément. Donc c'est ok, on a une information. Et qu'est-ce qu'on va maintenant aller chercher dans cette information-là? Alors, je vais peut-être détailler l'algorithme que j'ai fait. Alors oui, ouais, ok, ça me paraît une bonne idée de faire ça. Par exemple, il y a déjà la fonction permutation at qui est utilisée par permu. Alors elle est très simple, hein, cette fonction, voilà, vous donnez un vecteur, vous donnez une position de début, par exemple 0, donc on va débuter à 0.
Et ça nous fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On revient qu'au début, on a 1, 2, 3, 4, 5, c'est exactement le vecteur d'input que j'ai donné. Et ensuite, comme on commence à 0, bah en fait, tu vas permuter ton 1 à l'élément d'après, donc tu vas faire 1 avec 2. Donc, si tu permutes les deux, ça te fait 2, 1, 3, 4, 5. Ensuite, du coup, tu vas permuter ton 1 avec ton 3, donc ça te fait 3, 1, 4, 5, jusqu'à évidemment ton 1 avec ton 5, donc 5, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 3, 4, 1 plutôt. Et, sauf que là, on a juste du coup le premier élément, paf, qui va permuter avec tous les autres. Moi, je veux que chaque élément, excusez-moi, permute avec les autres. Donc, ce que je vais faire, c'est juste en fait une abstraction en plus, qui s'appelle donc la fonction permu, alors plutôt subpermu, qui est juste là, qui va, vous voyez, en fait, tout simplement, commencer à 0, ok, donc elle commence à n égale 0, juste là, et qui va, du coup, comme si on débutait du 0, on a toutes les permutations du premier élément avec tous les autres éléments. Si on commence de n'importe quel élément, bah, il nous reste tous les autres éléments à permuter entre eux. Pas les éléments d'avant, parce que tu vois, quand je fais une permutation de 1 et de 3, c'est la même chose que si je faisais une permutation de 3 à 1. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va incrémenter le n, plus 1, plus 1, plus 1 à chaque fois, et qu'on va les permuter avec les éléments qui se trouvent après. Comme ça, on a bien tout notre set de permutations. Comme ça, si je te fais un permu, alors c'est un permu par exemple sur un vecteur, je sais pas moi, de 0 à 5, il y a 6 éléments, ça me fait tout ça. Combien j'en ai de ça? J'en ai 720, 720 ça me fait penser à un... Oui, alors là c'est moi du montage entre guillemets. Là je vais juste du coup parler de la fonction de permutation avant de parler de la fonction qui va nous retourner toutes les configurations des partitions possibles. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que ça fait un peu une coupure brute, mais voilà, c'est comme ça. 720 c'est quoi? C'est en fait 6 factoriel. Hein. Donc là j'avais un truc de 0 à 5, donc j'ai bien 6 éléments. Et en fait, vu qu'à chaque fois je vais faire un élément avec un autre, en fait, techniquement ça va faire 6 factoriel, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, j'ai bien 6 permutations à faire, ensuite j'en ai 5, ensuite j'en ai 4, etc., etc., jusqu'à ce que j'en ai plus qu'un. Et dans cette intuition-là, on retrouve bien mon 6 factoriel qu'on a bien ici. Donc c'est magnifique, et donc là on a bien un len de permu qui est ça, et donc si même je rajoute un unique pour voir vraiment si j'ai pas de dupliqué, donc un truc unique juste là, bah, j'ai toujours bien 720, j'ai aucun dupliqué dans les permutations, parce que j'ai bien tout simplement à chaque fois pris un autre élément duquel j'ai permuté les éléments d'après, et à chaque fois que je fais une permutation, elle n'est pas faite avant. Hein. 1-3, c'est la même chose que 3-1. Alors peut-être pour le dire un peu plus simplement, sub-had2, avant de passer à la permutation, va nous générer tout simplement toutes les façons avec lesquelles je peux aller à un certain nombre. Par exemple, sub-out2 de 4, donc en partant de 2, en fait, tout simplement, va me générer comment dire, les chemins possibles avec lesquels je place un élément puis un autre élément en partant de 2, donc que ce soit maximum 2 en fait tout simplement, qui font que l'ensemble est égal à 4. Donc je peux faire 2 et ensuite 2, mais je peux aussi faire 2 et ensuite 1 et ensuite 1, ou alors 1 après 2 et après 1, bref, donc c'est toutes ces configurations-là. Et de ces configurations-là, évidemment, il faut que je fasse une permutation, si tu veux, pour vraiment avoir toutes les configurations possibles. Donc là, techniquement, bon, ces trois-là, si tu veux, hein, si je vais faire une permutation, donc si je fais un permu 2, 1, 1, techniquement, tu vois, à chaque fois, on a ça, et on va retrouver des trucs qui vont se retrouver genre juste là. Là, par exemple, celui-là, c'est le même que celui-là. Pareil, celui-là, c'est le même que celui-là. Donc, ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et pareil, et vu que la permutation s'en fiche en fait des valeurs de l'élément, mais plutôt de l'index, quand je fais une permutation de 1 vers 1, bon, en fait on la voit pas. Hein. Là, on ne voit pas la permutation de 1 à 1. Donc c'est pour ça que à chaque fois j'ai fait la fonction unique, voilà, que j'ai implémentée aussi, mais qui est facile à faire, bref, la fonction unique sur les permutations des façons, de tous les chemins que je peux faire pour prendre un élément qui a une valeur maximum, et prendre après encore d'autres éléments qui ont une valeur, soit la même valeur maximum, soit valeur en dessous, pour après arriver que la somme du vecteur soit égale à la somme d'input, enfin au ACMP en l'occurrence, qui est juste là. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a vraiment toutes les configurations possibles, en tout cas en partant d'un certain starting point, en l'occurrence n. Et donc tu fais ça évidemment pour toutes les valeurs n de 1 à l'input CMP.
Et ensuite, on a évidemment toutes nos configurations de partitions possibles avec leur longueur. Donc là, je vous ai dit, par exemple, AO add de 5, voilà, on peut avoir toutes ces configurations possibles. Donc déjà, c'est très intéressant de faire ça. C'est vraiment décisif de faire cette fonction-là. Pour ajouter aussi de l'information, c'est-à-dire que là, je viens de modifier la fonction en outputant juste outXS et en ne faisant pas les permutations dessus, pour voir un petit peu la différence que j'aurais eu. Donc là, si je fais un how-add de 5, on voit bien que, pareil, on a pas mal de vecteurs qui pourraient représenter, pareil, des configurations de partitions possibles. Mais là, le problème, c'est que, par exemple, pour celui-là, j'ai pas toutes ces déclinaisons, en fait. J'ai bien, un vecteur qui représente un chemin par lequel je pourrais passer pour avoir un output de 5. Mais par contre, j'ai pas toutes ces déclinaisons, donc j'ai pas une déclinaison, c'est une permutation possible. J'ai pas mon 2, 1, 2, j'ai pas non plus mon 2, 2, 1, tu vois, donc voilà. Et donc c'est pour ça que je suis passé quand même par la permutation, même si là, donc par exemple là, mon sub de 2, si je veux aller à 5 en partant, donc en l'occurrence par exemple de 2, ce qui va nous faire un truc à peu près comme ça, enfin on va être dans ces eaux-là, quoi. Voilà, donc j'ai que ces chemins possibles en fait qui sont outputés. Ce qui est très bien, c'est-à-dire que je pars bien de 2 et après j'ai du 1, donc j'ai ces configurations là possibles, donc j'ai ces différentes tailles aussi de vecteurs pour toutes les partitions. Mais voilà, donc il me manquait évidemment toutes les déclinaisons, c'est pour ça que je suis parti à faire une permutation. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, tout simplement. Voilà. Alors quand même, je veux dire, à ce stade, on est un petit peu loin de ce qu'on aurait aimé avoir en structure de données, tout simplement pour piocher, pour ensuite me faire des formules qui sont lisibles humainement. Donc d'ailleurs aussi pourquoi est-ce que je veux faire du coup des formules qui sont lisibles humainement? Tout simplement parce que j'ai... comment dire? Ouais, donc à ce stade-là, on est quand même assez loin d'avoir une structure en fait de données qui permettent de faire ce genre d'output. Donc là, voilà, je fais un peu du foreshadowing, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir par exemple avec ce genre d'input? Donc là, en gros, j'ai 4 éléments, j'ai 33, 12, 11 et 9, hein, qui sont en fait des chaînes de caractères chacune. Donc l'input, là, le premier input est un vecteur de chaîne de caractères, donc un vecteur de caractères. Et ensuite, je mets juste les opérations entre ces éléments-là. Et je mets example tree, qui est un truc là dont je ne vais pas encore vous parler, parce que ça va être tout simplement notre structure de données qu'on aimerait avoir pour la génération tout simplement de toutes les configurations possibles, de tous les calculs qui sont générés par rapport à toutes les configurations possibles. Et donc qu'est-ce qu'on aimerait trouver? Ce genre de truc en fait. Hein. Donc on a bien, au début, en fait, c'est comme si on avait tout englobé dans une parenthèse, enfin dans une partition, hein, 33, 12, 11, 9, ok, donc avec les opérations qui sont bien entre chaque élément. Mais on a aussi la partition suivante qui est possible, hein, avec 33 et 12 qui sont dans la même partition. Là, cette partition, elle va se déplacer par exemple avec 12 et 11, donc on la retrouve bien là. Et on la retrouve après, pareil, elle se déplace avec 11 et 9, donc là elle va de gauche à droite. Et puis pareil, on peut aussi avoir deux partitions de 2, on peut aussi avoir une partition de 3 au début avec une partition de 2 du coup dedans qui va elle du coup par exemple se déplacer. Donc voilà, on peut aussi juste avoir une partition évidemment de 3 avec tous ces éléments là et un 9 qui se retrouve seul. Je vous l'ai dit aussi une partition de 3 avec une partition de 2 à l'intérieur. La partition 2 elle a encore un mouvement à faire, donc elle peut se déplacer à droite là. Et la partition 3 elle-même aussi a un mouvement à faire, donc elle peut aussi se déplacer à droite ici. Et on remet à 0 sa partition, à l'index de base sa partition 2, et puis qui elle-même, pareil, se déplace. Donc tu vois, combien par exemple, si tu veux, là on a de résultats possibles. Donc je vais faire un calcul, donc je vais mapper sur XS, comme ça je vais prendre les résultats. Donc je vais faire un truc, donc on a des tuples, je vais prendre tout simplement le X, voilà, et je vais l'outputer. Donc là, voilà, je dis que ça c'est x2, et donc en unique, j'ai 3 résultats possibles pour combien de partitions? Donc si je fais un length de XS, ok, donc j'ai 10 partitions et j'ai 3 résultats possibles. Mais tu vois, donc déjà, évidemment, les partitions peuvent faire varier le nombre de résultats, hein, c'est logique. Hein, comme là, par exemple, voilà, 140, là, ce truc-là ne va pas du tout équivaloir ce truc-là. Là, on a du 504, alors que là, c'est égal à 144. Donc, ouais, alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et ben là, je vais vous... En gros, ce que j'ai commencé par faire, c'est déjà créer une structure de données, une sorte d'arbre, mais avec plusieurs branches. Donc, en fait, techniquement, une sorte de liste mais
comment dire, avec laquelle j'ai des profondeurs différentes. C'est-à-dire que normalement, tu vois une liste c'est pas comme en Python, en Haskell, tu peux pas faire un truc, enfin tu peux faire des listes évidemment de listes, hein, comme ça, mais à condition qu'elles aient le même niveau de profondeur, en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Donc ça marche bien, mais si j'inclus quelque chose à une autre, qui a une profondeur différente, donc en fait un élément qui est d'un autre type, d'un autre élément dans la liste, hein, techniquement, car cette liste-là est une liste de listes, et l'autre élément est juste une liste. Donc, comme un vecteur, ça ne veut que des éléments de même type, et ben il va pas vouloir. Hein. Donc là, si je fais un truc comme ça, merde, il veut pas. Donc, j'ai créé, tout simplement, on peut faire très simplement, une liste de listes avec, le mot data. Data, après vous mettez votre nouveau type de données, vous mettez le A qui va être un entier à chaque fois, et puis voilà, et puis rouler jeunesse. Donc c'est plutôt une liste. Donc en fait, vous avez une liste de listes, mais qui est associée à un nœud, à une valeur en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a le mot-clé pinode, avec après vous avez un A, donc en A qui est une valeur, et ensuite après vous avez une liste de cette structure de données là, enfin une liste de cette structure de données là. Donc, donc là, attendez, je vais vous expliquer après pourquoi du comment. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est le how hard intricated. Le how hard intricated va se baser sur how hard, qui va me générer, je vous le rappelle, toutes les combinaisons différentes, hein, toutes les possibilités de partition que j'aurai, en tout cas de base. Et ça va me permettre, si tu veux, parce que donc là, je vais générer encore une fois how hard, par exemple, de 6. Quand j'ai un truc comme ça, là, 3 en 2. En fait, bon, c'est super, il y a une information qui m'est apportée, que j'ai une partition de 3, ensuite j'ai une partition de 1, ensuite j'ai une partition de 2. Mais la partition de 3, elle est grande, hein. Elle peut encore, si tu veux, avoir une partition à l'intérieur. Hein, elle peut avoir une partition de 2 au début, et une partition de 1, ou l'inverse, une partition de 1 et après une partition de 2. Donc cet algorithme-là va prendre cette structure de données et va me générer tout simplement une structure de données qui va aller chercher jusqu'au bout des partitions, donc jusqu'à la partition unitaire, pour me générer toutes les possibilités de regroupement d'éléments possibles, donc de partitions. Alors, comment ça marche? Donc là j'ai how add 6, on va le mettre en input là, à how intricated. Donc how add intricated plutôt, ouais. How add intricated, qui va me générer un truc comme ça. Putain, c'est grand. Alors, attendez, on va faire un truc un peu moins grand. Avec 4, par exemple. Donc, on retrouve bien là juste des partitions unitaires. Donc, j'ai juste 1, 1, 1, 1, enfin un élément à la suite, quoi. Mais j'ai aussi, donc là je vous mets en gros la partition. Donc, j'ai qu'une partition de 2. Après, dans cette partition de 2, j'ai des partitions unitaires. Et après, j'ai encore une partition de 2, par exemple. Et la même chose, j'ai des partitions unitaires à l'intérieur. Je peux avoir aussi une partition de 2 et après évidemment, des partitions de 1. Donc là, partition de 2, ok, juste là. Et là, après, j'ai que des partitions de 1. Je peux aussi avoir une partition de 1. Après, voilà, vous voyez qu'elle se déplace, la partition de 2, elle est juste là. Et après, on retrouve la partition unitaire là. Donc l'ensemble fait bien 4, hein, l'addition de toutes les valeurs des nœuds. Voilà, et puis là, on retrouve bien la partition de 2 qui est acculée à droite. Maintenant, comme on ne peut plus avoir de combinaison de combinaison de partition de 2 et de partition de 1, on va passer aux partitions de 3. Et donc là, par exemple, dans la partition de 3, c'est exactement ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. On a cette partition de 3 qui est juste là, voilà, elle s'arrête où? Elle s'arrête là, et après, attendez, partition de 3 qui est là, ok, P1, 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 donc là on est bon. Et ensuite on a une partition de 2. Pourquoi est-ce qu'on a une partition de 2, putain? Oui, ok. Donc, vous voyez que là, dans la partition de 3, j'ai différentes configurations possibles. C'est-à-dire que j'ai la configuration où j'ai que du pinode de 1, donc en fait, j'ai que des valeurs unitaires, donc c'est l'équivalent, l'équivalent de ce genre de truc, voilà, c'est l'équivalent de ça. Mais j'ai aussi l'équivalent de ça, par exemple. Alors, l'équivalent de ça, ce serait quoi? Ce serait quelque chose, donc là j'ai P3, P1, P1, ce serait un Pnode 2. Alors, il faut que je me retrouve aussi avec tout ce foutoir. Alors, voilà, donc là on a au début la partition de 2 qui est dans la partition de 3, et dans cette partition de 3, donc la partition de 2 elle s'arrête ici, on a du partition de 1, mais on a aussi du partition de 1 dans la partition de 3, et après on a la partition de 2 qui est juste là. Ok. Donc en gros, ce serait par exemple ce truc-là, là, Pnode 1, Pnode 2, Pnode 1, Pnode 1, ce serait un truc, donc 1, 2, 3, donc là j'ai 3 éléments, donc on a A, B, C, ok au début, et dans ce truc-là, j'ai évidemment la partition 1 qui est juste là, et la partition 2 qui est juste là. Donc ce serait ça, et donc évidemment j'ai aussi ça qui est possible, hein. J'ai bien AB
qui est possible, et j'ai évidemment A, B, C là qui sont possibles aussi. Donc c'est pour ça. Donc dans ce truc-là, en fait, j'ai juste une liste de toutes les configurations possibles, c'est super, magnifique. Mais ça va nous poser problème tout à l'heure. En fait, la représentation de ce truc-là va nous poser problème. Donc déjà, là, on a quand même réussi un truc assez intéressant à faire. Mais c'est pas un formalisme, parce que du coup, en fait, quand j'ai vu ça, donc au début, je suis passé par la création de cet algorithme-là. Là, je me suis dit, putain, super. Après, je vais essayer de voir après pour peut-être faire d'autres fonctions qui vont aller piocher dans cette structure de données et me calculer. Parce que là, je me suis dit, en fait, ah bah c'est bon, j'ai fini. Que nenni, non, non, j'ai pas fini du tout. Hein. Parce que c'était un peu compliqué à faire les autres fonctions, tellement que en fait, bah, j'ai abandonné. Pourquoi est-ce que j'ai abandonné? Parce que bah justement, en faisant en fait, les autres fonctions, je me suis aperçu que cette structure de données était certes complète, c'est-à-dire qu'on a toutes les, pour n éléments, on a toutes les partitions possibles, donc c'est magnifique, mais c'est un formalisme en fait. Donc un formalisme, c'est quoi? C'est une structure de données dans laquelle on va piocher, par exemple, en l'occurrence pour nous faire après des formules qui sont calculables, et c'est un mauvais formalisme. Pourquoi? Parce que là j'ai certes des représentations en fait tout simplement de partitions qui sont qu'on peut aller piocher dedans, mais malheureusement moi, ce que je voulais, en fait, ce dont les fonctions que j'ai faites après, qui calculent bien tout simplement toutes les formules possibles, en fait, elles se basent sur un autre formalisme qui est celui-là. C'est-à-dire qu'au lieu, si tu veux, donc là, c'est quoi la différence entre cette représentation-là et l'autre? En fait, là, vous voyez, par exemple, pour le 3, bah, qu'il est distinct. C'est-à-dire que dans ce 3-là, je n'ai qu'une configuration de ce 3. Donc là, je l'ai fait manuellement, parce que moi, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai abandonné. C'est que je n'ai aucun algorithme pour l'instant qui me permette d'outputer juste sur un niveau, pas un niveau, toutes les configurations possibles. Parce que là, j'ai quoi? J'ai toutes les configurations possibles, mais dans ces éléments-là, j'ai aussi, en fait, tout simplement, d'autres configurations possibles. Et là, c'est un enfer à gérer. À gérer, vraiment, c'est juste un enfer. Et donc, manuellement, là, j'ai créé une structure, un formalisme qui est bien mieux pour moi à gérer. C'est de là d'où se basait l'exemple tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai juste sur un niveau toutes les combinaisons de partitions possibles. C'est-à-dire que là, mon P3, je l'ai bien en 3 déclinaisons. Donc la déclinaison où j'ai que des partitions de 1 dans le 3. La déclinaison, j'ai une partition de 2 et ensuite une partition de 1. Là, vous voyez la partition de 2 qui est juste ici, et la partition de 1 qui est juste là. Et puis l'inverse qu'on va trouver là. Et donc, le problème, c'est que vous voyez que ce truc-là, bah, je ne l'ai pas en fait, hein, dans ce formalisme-là. Le premier, parce que là, j'ai juste un P3, ok. Et dans ce P3, j'ai toutes les configurations possibles. Voilà, donc je le répète, ce qui est un enfer pour travailler avec. Et donc toutes les fonctions maintenant qui vont être décrites dans la vidéo vont se baser sur ce formalisme-là, que je n'ai pas réussi pour l'instant à reproduire avec l'algorithme How it recalculated. Donc si quelqu'un vraiment, s'il vous plaît, si vous vous intéressez à ce problème-là, vraiment c'est cette glue, parce que là tout est fait. Il manque juste en fait, si tu veux, la colle qui permet de convertir ce formalisme généré ici, qui permet très bien d'avoir toutes les combinaisons de partitions possibles à n éléments. Et le formalisme qui est vraiment plus simple à travailler avec, hein, qui est celui-là. Donc il faudrait faire une sorte de conversion ou directement dans l'algorithme essayer de générer un truc qui se rassemble, qui est celui-là, quoi. Donc en fait juste un ensemble de combinaisons de partitions, et c'est tout. Pas un ensemble de partitions, certes, mais qui à l'intérieur, on peut encore avoir un ensemble de partitions. Donc je veux pas des ensembles de partitions, je veux pas des combinaisons de partitions qui sont intriquées, je veux juste sur un niveau des partitions, et pas des trucs intriqués. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, voilà, si vous avez contacté moi, si vous voulez échanger sur ce problème, vraiment c'est très important. Je trouve que c'est assez... on est à ça, on est vraiment à ça de réussir le problème. Donc je vais quand même continuer la vidéo. Alors oui, du coup maintenant comment va se passer du coup l'algorithme pour transformer en fait juste un ensemble de configurations de partitions en un ensemble, donc toujours de configuration de partition, mais dans laquelle je peux en fait voir même le détail de comment est constitué les partitions de 3, les partitions de 5, tout ça, parce qu'elles-mêmes évidemment sont les partitions qui sont constituées de d'autres partitions. Vous en doutez, on aura des récursions avec un map qui seront faites. Donc là tu vois,
Là, évidemment, l'argument, c'est d'un vecteur d'entier, qui sont, voilà, je vous ai dit, toutes les configurations de partition, et ça nous retourne évidemment, en fait, un vecteur, deux vecteurs de notre structure de données qu'on a définie. Donc à chaque fois, par exemple, ça prend ton premier élément, donc, en l'occurrence, c'est un vecteur de partition, et ça va te le mapper, c'est-à-dire que, alors, te le mapper comment? Donc évidemment, si, alors, ça va te mapper sur une fonction map sur XS, donc en fait, ça va prendre pour chaque partition dans cette configuration-là, parce que le XS est une configuration de partition, on va prendre sur chaque partition, donc c'est pour ça qu'on fait un map sur une configuration de partition, et donc à chaque fois, on prend la partition telle qu'elle. Sur cette partition-là, on va pouvoir voir comme si elle est égale à 1. Bon, on ne peut pas aller explorer plus si c'est égal à 1, donc on la laisse en pinode 1. Ok. Et si on peut explorer plus, eh ben on va faire un pinode X, donc imaginons qu'on est 3 par exemple, donc ça va être un pinode de 3. Et dans ce pinode de 3, comme vous l'avez vu juste là, où est-ce que tu es? Tu es juste là, bas. Donc pinode de 3, donc on est là, et on va explorer encore plus, donc on va faire une itération dessus, un appel récursif, où on va explorer pour toutes les combinaisons de partitions possibles. C'est pour ça qu'on va faire un how had implicated, donc toujours un appel récursif, sur le how had de x, voilà, donc sur le 3. Tu vas prendre ton 3 et tu vas dire, hop là, toutes les configurations possibles de x, je vais encore faire un appel récursif dessus pour détailler comment tu es constitué, tout simplement. Voilà. Et donc c'est là, il y a une subtilité, si quelqu'un arrive à faire en sorte de non pas directement plonger de faire un truc intriqué, mais de le mettre à côté, enfin dans un autre... vous avez compris comme ce dont je vais parler tout à l'heure, ce serait incroyable. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé la méthode. Donc bon, je suis bloqué. Bref, en tout cas, c'est comment ça fonctionne pour générer notre structure de données. Évidemment, qui n'est pas utilisable par les fonctions d'après, mais en tout cas qui, au moins, nous fait le bonheur de nous présenter de manière, comment dire, qu'on peut lire en tout cas les partitions à n éléments, donc ça c'est assez cool. Ok, sinon, bon, là on va passer du coup à l'autre formalisme, tout simplement, que j'ai décrit avant. Donc là j'ai fait un formalisme pour 4 éléments, donc je le répète, mais de là à là, c'est juste, donc c'est un ensemble, évidemment toujours un ensemble de configurations de partitions, et ces éléments de configuration de partition, c'est des données que je vais accéder et dont je vais pouvoir associer à des éléments, il y a une formule, enfin, il y a des opérateurs, en calculer une formule qui sera après encore calculable. Enfin, qui est calculable et qui sera calculée. Mais déjà, je vais la former à partir de cette structure de données. Comment est-ce que je vais faire ça? Donc là, on a un ensemble 1. Imaginons qu'on prenne genre juste... alors ça s'appelle calculer. Donc calculate Petri, c'est voilà, on va faire calculate Petri par exemple. Donc prenons par exemple une donnée de configuration donc une donnée de configuration, je le répète, mais c'est un élément dans ce truc-là. Donc un élément, par exemple, je sais pas moi, celui-là. Tiens, on va prendre celui-là, donc on va faire, c'est le combienième? C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e, donc c'est le 6e. Donc on va y aller. Alors, example tree, ça va être égal à le... Techniquement, alors attendez, déjà il faut que j'accède au vecteur merde, de ce truc-là, de example tree. Alors, on y va, example Petri, je veux accéder à son vecteur, donc sa valeur, je m'en fiche. Attendez, donc je vais faire un p-node de sa valeur, je m'en fiche, donc je mets un underscore, je vais pas prendre sa valeur. Par contre, je vais prendre son vecteur, donc je vais faire un rest, je sais pas, XS par exemple. Ok, donc dans ce rest XS, j'ai toutes les configurations, donc les données qui vont me permettre de calculer quelconque formule. Et je vais la jouer le 6e. Donc si je veux le 6e, je vais faire un petit XS est égal à rest XS sur le 5. Ok, super. Et ça, du coup, je vais le transformer en quelque chose qui va être du coup un vrai arbre, notre structure de données. Donc je vais juste rajouter P3 à gauche. Donc comment je vais faire ça? Donc, XS2 par exemple est égal à tout simplement P-node de, donc en l'occurrence c'est du 4, P-node de 4 sur XS. Ah oui, sur XS en liste évidemment, parce que c'est la structure de données est une liste de listes. Donc c'est XS2. Eh bien, un truc qu'on peut directement, là c'est un arbre vraiment, où on va directement pouvoir calculer après une formule associée à celle-ci. Comment ça va se passer? Alors, donc là je vais parler de l'exemple calculate tree, donc on va mettre cet arbre-là, XS2, là-dedans. Après on a un vecteur de vecteurs
enfin de caractères. Donc en fait, on a un vecteur de plusieurs nombres représenté sous forme de chaîne de caractères. Donc là en l'occurrence, comme j'en ai 4, j'en aurai 4. Voilà, enfin j'ai un pet de 4, donc j'aurai 4 nombres à mettre. Après, j'ai un vecteur d'entier. Bon, ça, c'est un truc qui est juste utilisé par la fonction qui va permettre de faire les calculs. Donc, en fait, ce sera un truc qui sera de longueur techniquement 4, pareil, qui ira de 0 à 3. Donc, 0 compris, ça fait bien 4 éléments. Et après, on a encore un char de char, mais qui sera empty, pareil, qui sera utilisé pour la fonction. On va y aller, je pense. On y va. Donc, calculate Petri 2, XS2. Les nombres, on en a 4, je sais pas moi, 12, 44, 55 et 78. Et ensuite, on met une liste qui va de 0 à 3. Et ensuite, on met une liste empty. Et là, du coup, voilà, ça nous a bien fait, si tu veux, notre configuration qu'on voulait. Ok, donc la erreur classique que j'ai faite, c'est tout simplement, j'ai oublié en fait de convertir, parce qu'il y a une conversion à faire juste là. La conversion, alors, parce que techniquement, j'ai la configuration qui permet donc qui sont les données permettant de faire la formule, et juste là, très bien. Mais en fait, là, je suis obligé d'en faire techniquement une liste de listes. C'est-à-dire que le pnode qui est juste là, je dois le mettre dans une liste. Donc le pnode de 3 va se retrouver dans une liste donc, qui va ouvrir ici et qui va se fermer juste là. Pareil pour pnode de 1. Donc je vais tout simplement mapper, faire un truc du style, donc un petit map sur XS et je vais prendre chaque valeur et je vais la retourner dans une liste. Voilà. Et donc de ce truc là, qui est juste là quoi, je vais pouvoir faire XS2 est bien égal à pnode de 4 de ce truc là. Donc pnode de 4 de ce truc là, c'est bien un truc là qui est manipulable pour me trouver les formules, tout simplement la formule à faire en piochant dans ce type de données là. Donc on va y aller. Donc où est-ce qu'elle est la fonction? Voilà, elle est juste là. J'ai remplacé ici XS2. Merde. Voilà, on va y aller tranquillement. Voilà, bon super. Donc là j'ai bien techniquement. Ok, nickel. Tu vois, alors, comment j'ai encodé l'information de la profondeur, de l'intrication, et ainsi que l'information de, ce truc-là, est-ce qu'il est associé à cette parenthèse-là? Parce que, de l'appartenance de chaque partition. Voilà. Il faut encoder la profondeur de chaque partition et l'appartenance de chaque partition. Comment est-ce que j'ai résolu ce problème-là? Pour la profondeur de l'intrication, c'est simple, j'ai juste mis, en fait, si tu veux, un vecteur. Donc sa longueur va être tout simplement son niveau d'intrication, son niveau de profondeur dans les partitions. Ensuite, vous voyez bien que, pourquoi est-ce que j'ai mis, si tu veux, un vecteur bizarre là, dans l'input, qui est juste là, de 0 à 3? Parce qu'en fait, ce truc de 0 à 3 va être décomposé. Tu vois, il va être décomposé comment au début? Là, au début, vu qu'on a un pnode de 3, il va être décomposé en deux sous-vecteurs. Un truc qui va aller de 0 à 2, donc il prend bien trois éléments, 0, 1, 2. Et un autre vecteur qui va être un singleton, qui va être composé juste de 1. Donc, bon, comme ça, on a, si tu veux, on peut les convertir en chaîne de caractères. On a bien 0, 1, 2 qui est là. Et on a bien notre 1, notre 0, 1, 2, donc c'était 0, 1, 2 qui est là. Et puis là, on n'a rien, du coup. C'est un cas particulier, c'est-à-dire que, évidemment, là, mon pnode de 1, il n'y a pas de partition au-dessus, il n'y a pas de partitions qui sont imbriquées non plus, donc on met en fait, il n'y a pas besoin d'avoir plus d'informations que ça, donc en fait on va mettre une liste vide, tout simplement. Dans le cas contraire, lorsque là on a du P3, pnode de 3, qui va évidemment accueillir plusieurs partitions, qui va faire de l'intrication de partitions, on aura évidemment la partition, si tu veux, celle qui va aller plus en profondeur, elle est juste là, parce qu'on a du coup une partition dans une partition, on a une partition de 2 dans une partition de 3, donc on a notre 12-44 qui sont tout simplement reliés entre eux dans cette partition de 2, et juste à droite, tu vois, juste là, en fait, non, juste là plutôt, non, attendez, P-note de 3, 2, qui accueille 1, qui accueille 1, qui accueille 1, voilà, donc ici, je dis bien, donc juste là, toujours dans la partition de 3, juste là, en fait, on voit bien qu'au début, tu vas prendre le maximum, donc le truc le plus en profondeur, donc tu vas tout simplement calculer la longueur maximum, et donc ça va être ici que tu devras calculer, avec tes opérateurs qu'on va fournir juste après, tu vas le calculer et tu vas enlever ton truc là, voilà, tu vas enlever ça et tu vas le fusionner après avec l'opérateur qui sera entre les deux là, donc qu'on aura aussi providé, qu'on aura providé, et tu vas l'associer à ce truc là. Parce que tu vas enlever ça et tu vas voir
tiens, le last, le dernier élément de celui-là, il correspond auquel? Bah, il correspond du coup à celui-là. Mais là, le 55 ici, il aurait pu être à gauche, hein. Si j'avais inversé les partitions dans la grande partition de 3, que j'aurais pas eu une partition de 2 après une partition 1, mais que j'aurais le contraire, hein, partition 1 et partition 2, bah, du coup, comment dire, le pattern aurait été différent. C'est pour ça que je dois comparer, je dois retracer le chemin, je dois voilà, comme disséminer des pierres, comme le petit pousset, quoi, par où est-ce que je suis passé? Bah, je suis passé par là, donc je vais bien fusionner avec un opérateur, juste là, et puis ça va bien marcher. Alors, comment déjà ça va marcher? Alors techniquement, là je peux le dire que cette formule-là, c'est une proto-formule, elle n'est pas encore formulée, on n'a pas encore d'opérateur dessus. On va le mettre comme PF, voilà, PF est bien égal à ça. Et on va lui fournir des opérateurs, voilà, donc donc, comment on va déjà mettre des opérateurs dedans, hein, parce que, évidemment, on a combien d'opérateurs techniquement? On a 4 éléments. 4 éléments, donc on a bien 3 opérateurs. Un opérateur entre chaque élément. Donc, on va faire la fonction calculate, create formula. Create formula 2, et là, vous mettez tout simplement l'arbre, qui est PF en l'occurrence, enfin, c'est pas un arbre techniquement, c'est une chaîne de caractères de tuple qui représente des imbrications de partitions, bref. PF et ensuite votre suite d'opérateurs. Donc ça peut être par exemple, si je voulais l'élément 1 plus l'élément 2, donc je mets plus, moins l'élément 3, moins, fois l'élément numéro 4, on met un fois. Et là, vous voyez bien que au début, le plus a bien été pris en compte, mais là, le moins n'a pas été pris en compte, parce que, évidemment, là, il n'y a pas d'élément, on ne peut pas voir l'opérateur entre les deux, hein. Et après, pareil, aucun opérateur a été pris en compte, parce que là, vous voyez qu'on n'a pas deux éléments dans lesquels on aurait pu mettre un opérateur. C'est pas grave, parce que là, on va juste updater, mettre à jour les opérateurs plus, moins et fois. Comment on va faire ça? On va faire un truc update operators. Alors, je crois que ça prend quoi déjà? Sa signature, c'est quoi? Sa signature, c'est... Ok. Sa signature, c'est évidemment la représentation des partitions avec les nombres, dont on a déjà mis un petit peu les opérateurs. Et ensuite, c'est les opérateurs. Et ensuite, une chaîne de caractères, je crois, empty. Ok, donc on y va. Donc on va faire un petit update operators qui est juste là. Et là, on met le truc qui a été updaté, donc PF, hein, tout simplement, qui contient tout ce qu'on a pu mettre en tant qu'opérateur entre chaque élément qui sont en profondeur maximum, en tout cas, voilà. Et le reste des opérateurs, non, pas le reste des opérateurs, tous les opérateurs qu'on a mis de base. Je crois qu'on avait mis quoi? On avait mis plus, moins et multiplication. Plus, moins, multiplication, et ensuite chaîne de caractères multi, je crois. Le problème, c'est que je n'avais pas du tout associé le create formula 2 de l'arbre du début à une nouvelle variable, donc on va appeler pf2. Et ensuite, on va juste mettre pf2 là. Et là, normalement, c'est bon, voilà, on a bien updaté nos opérateurs. Donc tu vois, dans pf2, par exemple, on avait l'opérateur plus qui avait été pris. Donc là, ça nous a updaté les opérateurs qui vont être les opérateurs entre les partitions et non pas entre les éléments. Donc là, c'est pour ça que ça a été updaté dans ce sens-là. C'est-à-dire que le moins, on ne le voit pas parce que c'est je le redis, un opérateur entre la partition, celle-ci, et cette partition-là. Et puis après, il y aura le fois entre toute cette partition, cette grande partition de 3 éléments, et cette partition à un seul élément. Ok, donc techniquement, c'est comme ça que ça va procéder. Là, il n'en manque plus qu'une fonction qui va évaluer la formule avec ces opérateurs qui nous restent, et le PF2, l'arbre qui nous a été généré. Donc, evaluate formula, c'est la fonction. On met PF2 toujours, et là on met le reste des opérateurs. Alors, le reste des opérateurs, du coup, c'est moins et fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met du coup? C'est tout. Ouais, c'est tout. Et là, comme par magie, regardez-moi ça. On a bien notre 12 plus 44, notre moins 55 et notre fois 78. Et est-ce que c'est ça qu'on voulait au tout début, originalement, tu vois? Quand on a fait notre... on a du 12, 44, 55, 78, avec la configuration XS2 qu'on a pris dans l'arbre. Et puis, après, on a mis nos opérateurs à la suite pour créer la formule, créer une formule avec ces opérateurs-là. Et c'est exactement ce qu'on voulait, c'est notre 12 plus 44, moins 55 fois 78, avec les bonnes partitions. Et là, on peut évaluer ce résultat, par exemple. Je peux évaluer ce résultat en faisant quelque chose comme ça, par exemple. Ça, c'est ma propre implémentation de la calculatrice que j'ai faite, pour évaluer, du coup, évidemment, des chaînes de caractères en tant que calcul tel. Et donc, ça fait bien 78. Est-ce que ça fait bien 78?
12 plus 44, ça nous fait 56. Moins 55, ça fait 1. Et du coup, fois 78. 1 fois 78, ça fait bien 78. Donc, oui, c'est bon, nickel. Euh, alors, voilà, moi je m'étais arrêté là. Je m'étais arrêté là. Donc là, évidemment, ce qui nous reste, c'est la colle que j'ai pas faite. C'est pour ça que j'ai abandonné le projet. La colle qu'on doit faire entre la structure de données et notre nouveau formalisme qui a été utilisé pour ces fonctions-là. D'ailleurs, qui est beaucoup plus simple pour travailler avec. Bref. Et donc je pense que c'est comme ça, dans ce sens-là, qu'il faudra procéder, juste faire une conversion ou alors modifier l'algorithme How Had Intricated qui permet de générer tout simplement en détail toutes les partitions de notre comment dire, input, hein, de tous nos éléments. Et donc voilà, j'en suis arrivé là. Donc si vous voulez apporter des informations, des précisions, poser des questions, n'hésitez pas, là, les commentaires sont faits pour ça. Et puis voilà, j'aimerais vraiment échanger sur ce problème-là que je trouve très intéressant. Et donc je vous dis à la prochaine et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Allez, au revoir.